Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans ce nouvel épisode des Réflexions de Khadija. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un morceau de mon histoire. Une histoire marquée par des épreuves difficiles, les traumatismes, la douleur, la perte, mais aussi une histoire de résilience, de foi et de renaissance. C'est pas seulement un témoignage personnel, c'est également un message universel que même si vous côtoyez les abysses les plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part. Je vais commencer en rentrant tout de suite dans le vif du sujet, ce qu'on appelle les traumatismes complexes. Les traumatismes complexes sont des traumatismes qui viennent en fait s'ancrer dans la construction même de l'individu. Donc généralement, c'est les traumatismes qui viennent de l'enfance. Moi, mes premiers traumatismes complexes viennent malheureusement de mes parents, dû à un certain niveau de négligence. Je suis consciente que ce n'était pas volontaire, malheureusement, les répercussions sont là. Parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de poser un cadre à un enfant. C'est pour ça que il y a beaucoup de professionnels qui remettent en question la façon dont la méthode Montessori est utilisée aujourd'hui, parce que cette méthode n'est pas dans le but de se dire ok, on met aucun cadre à l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Non, un enfant a un cerveau immature, un enfant a besoin d'un cadre. Si vous lui mettez pas de cadre, déjà au niveau de sa sécurité émotionnelle, ça va être horrible, parce qu'il n'est pas capable de se gérer lui-même, il sait pas, il marche dans le flou, il s'identifie même pas totalement, donc c'est ultra insécurisant. Et la sécurité émotionnelle, c'est la base de la construction de l'enfant. Ça veut dire que si on veut qu'un enfant puisse se développer correctement, qu'il puisse s'autoriser à aller chercher au fond de lui-même, d'aller explorer, d'aller tout ce qu'on veut, il faut qu'il soit dans une sécurité émotionnelle. Parce que son être est totalement dépendant. Donc si on lui donne pas ça, il agonise, il est perdu. Et moi c'est ça qui s'est passé, et c'est les répercussions, je les vois sur mon propre frère aussi, hein, parce que du coup sur ce sujet on a été assez sur un pied d'égalité. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de codes qu'on n'a pas. Par exemple, même au niveau de la gestion émotionnelle, on a beaucoup de mal à gérer autant l'un que l'autre. Alors, ils nous ont transmis ce truc d'avoir peur de déranger constamment. Donc, en public, c'est ce qui va nous avantager. C'est cette peur qui va prendre le dessus. Donc, on va pas trop dire grand-chose. Par contre, quand il s'agit de nos relations personnelles, et ben, ça peut être, nos réactions peuvent être très violentes et non cadrées. Parce qu'on ne sait pas ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. On ne sait pas comment on le dit. Quand on ne nous apprend pas à baisser d'un ton, bah, on n'apprend pas à gérer son ton, parce que ça ne se fait pas tout seul en fait. Moi, ce que j'ai pu observer par exemple dans le travail que j'ai fait sur moi-même, c'est que j'ai eu beaucoup plus de facilité à faire attention par exemple aux mots que j'utilisais, de ne plus dire de gros mots, de choses comme ça, que mon ton. À partir du moment où il y a un certain niveau émotionnel qui est engagé, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. C'est disproportionné total. Il y a ce truc aussi de ne pas savoir ce qui se dit et ce qui se dit pas. Parce que bah, quand on ne pose pas de limites, on ne sait pas. Alors on observe le monde, il y a des choses qu'on comprend comme ça. Mais on n'a pas les règles précises en tête. Donc c'est très compliqué. Et moi, ce qui a renforcé, qui a amplifié ce domaine de trauma complexe que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal, c'est le fait qu'en plus de ça, je suis HPI, HPE, donc je suis littéralement différente. Je viens d'un monde assez fermé d'esprit, où tout le monde se ressemble, où tout le monde mène la même vie. Donc c'est assez compliqué, je suis venue un peu comme un extraterrestre là-bas au milieu. J'ai subi beaucoup de rejets, j'ai passé la majorité de mon existence à essayer de m'adapter. Sachant qu'en plus, au vu de
comment nos parents nous éduquaient, tout le monde prétendait qu'on avait une chance inouïe parce qu'on n'avait jamais de règles, qu'on n'était jamais puni, qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut. C'est clair, c'est une chance incroyable. Au niveau de la construction, il n'y a rien de plus destructeur, mais bon. Et du coup, en plus, je dérangeais. Donc, au niveau de la construction de mon identité, je vous laisse vous imaginer. En fait, il n'y a aucune base qui est solide. Ça veut dire que on ne m'apprend rien, je n'ai aucun code, je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas ce que je suis censée faire, je ne sais pas comment je suis censée appréhender les choses, sachant qu'en plus, bah forcément, on va à l'école, on entend des réflexions, des choses, etc. Mais qu'on ne comprend même pas du coup. Et sur le fait d'être HP, j'ai beaucoup entendu que je racontais n'importe quoi. Par exemple, quand j'ai été diagnostiquée à 16 ans, j'ai mis jusqu'à mes 21 ans avant d'accepter que c'était vraiment vrai. Alors je cumule quand même le HPI et le HPE. Mais parce qu'on m'a tellement fait passer pour stupide, on m'a tellement convaincue que j'étais stupide et que je racontais de la merde, que j'en étais convaincue que je l'étais, que j'étais vraiment une bouffonne, littéralement. Alors que non, pas du tout. C'est juste que bah moi je parle pas sous le coup d'un... Enfin, je sais pas comment le verbaliser vraiment bien correctement, mais je le dirais, je ne parle pas sur le coup de l'impulsion, dans le sens où quand j'apporte des informations, quand je débat sur un sujet, c'est que je suis allée l'étudier. Et en fait, c'est à ce moment-là que je fais chier les gens. Parce qu'il y a plein de gens qui s'inventent des vies sur des sujets, sachant que je suis quand même très investie dans des sujets qui posent problème. Ça, c'est... Vous pouvez retrouver dans mon ancienne vidéo, c'est le sujet du HP, l'injustice, nanani, être investi dans certains débats, bref. Je vous en ai plus parlé dans la vidéo précédente. Mais du coup, forcément, ce que je dis dérange. Parce que bah, je viens remettre en question toutes des théories basées sur rien, qui s'ancrent dans le crâne depuis je ne sais combien d'années. Et donc, je raconte n'importe quoi, parce que ça ne correspond pas à leur réalité et à la réalité qu'ils veulent. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui a entraîné les autres traumas derrière. C'est que, involontairement et inconsciemment, ils m'ont poussé dans les bras de monstres, dans les mains de monstres, juste parce qu'ils n'ont pas posé de cadre, parce qu'ils n'ont pas su protéger l'enfant que j'étais. Ça veut dire que à 8 ans, j'ai subi mon premier viol. Déjà, la réaction que j'ai eue, je pense, montre l'ampleur de l'état de survie dans lequel j'étais déjà. Donc j'ai subi un viol relativement violent parce qu'il y avait quand même 3 hommes sur un petit enfant de 8 ans, c'est... voilà. Dans un lieu public, pas avec des gens autour, mais au centre de mon village, sachant que je viens quand même d'un petit village, mais ça reste un lieu public. Donc j'ai fait une amnésie jusqu'à 1 an après. C'est pour ça que j'ai pas trop de détails en fait à donner sur mon enfance. J'ai des flashs. J'ai pu aussi développer la question par rapport à ce qui s'est passé aussi après, et que j'ai compris qu'en fait quand je me suis convertie à l'islam, je leur ai juste donné une carte sur quoi s'acharner, mais qu'en fait ils me faisaient subir ça depuis toujours. C'est juste que là je leur avais donné le truc facile, malheureusement dans des cerveaux un peu trop fermés. Et du coup bah, j'ai subi des abus, pas un seul, j'en ai subi un donc à l'âge de 8 ans. Pour vous exposer un peu le niveau de négligence, ça veut dire que j'ai subi ça. Déjà, l'enfant que j'étais a pensé que la meilleure solution qu'elle avait, c'était de garder le silence. De un, je ne comprenais même pas ce qui m'était arrivé. Donc je pouvais même pas savoir si c'était bien ou mal parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas fondamentalement. Je savais que j'avais eu très peur, je savais que j'avais eu très mal, je savais que j'ai cru que j'allais mourir, que c'était immonde. Mais je pouvais pas l'attester comme aujourd'hui, je vais dire ok, c'était un abus sexuel, voilà. Je pouvais pas le définir comme ça parce que ça n'existait pas dans ma tête, j'étais trop petite pour ça. Mais malgré ça, mon cerveau d'enfant a pensé que la meilleure des solutions c'était de garder le silence. À aucun moment dans ma tête, mon cerveau s'est dit il faut que j'en parle à ma mère ou à mon père. Ça veut dire que cet enfant savait déjà qu'il était tout seul et qu'il avait personne sur qui compter. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, quand les psys me disent « Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé à vos parents? Ils n'ont pas voulu vous aider ?»
bah, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est que je leur ai même pas demandé, mais parce que inconsciemment, dans mon cerveau d'enfant, je savais déjà que je pouvais pas compter sur eux. Parce que normalement, ils étaient censés le faire sans que j'aie à le demander. En fait, pour que l'enfant comprenne qu'il peut compter sur vous en tant que parent, c'est que c'est aux parents de faire comprendre à l'enfant. L'enfant n'est pas responsable. L'enfant est immature. L'enfant s'adapte. L'enfant est en pleine découverte du monde et d'apprendre comment ça marche, comment les relations marchent, comment on fait. Moi, aujourd'hui, encore à 25 ans, je fonctionne comme si je ne pouvais compter sur personne parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre depuis que je suis toute petite. Et du coup, c'est ultra destructeur parce qu'ensuite, donc, le mal a gonflé en moi, forcément, c'était immonde. Et puis, j'ai continué à grandir. Je suis arrivée à l'adolescence. Et forcément, il y a un moment ou un autre, j'ai compris ce qui s'était passé. Sauf que moi, je faisais déjà des cauchemars. Pour y calmer, parce que je n'arrivais plus à dormir, j'ai déjà commencé à boire de l'alcool. J'ai bu de l'alcool sous le toit de mes parents. Ils ne s'en sont jamais rendus compte. C'était leur bouteille, dans leur placard à eux. Encore une fois, le niveau de négligence. J'ai commencé à consommer de la drogue. Je rentrais complètement défoncée. Ça passait. J'arrive même pas à savoir s'ils s'en rendaient compte ou pas, en fait. Derrière, je suis tombée dans l'anorexie. Pareil. J'ai un vague souvenir que ma mère avait conscientisé le fait que j'étais très maigre. Mais c'est tout. Ni plus, ni moins. C'est tout. Et du coup, les traumas continuent de s'accumuler. C'est de la détresse totale. J'ai tenu 6 ans comme ça. J'ai tenu 6 ans. Au bout de 6 ans, j'ai essayé de mettre fin à mes jours parce que j'en pouvais plus, en fait. Parce qu'à seulement 14 ans, j'avais déjà épuisé toutes mes ressources. Parce que j'avais pas de construction de base solide sur laquelle m'appuyer. J'avais aucun individu, aucun être humain solide sur qui m'appuyer, ni vers qui me tourner. Quand j'étais petite, j'avais mon grand-père de qui j'étais très très proche. Il habitait à la maison juste à côté de la mienne. Sauf qu'il est décédé 6 mois avant ma première tentative de suicide et je pense que ça m'a achevé. En fait, moi, comment je l'ai vécu quand il est décédé, c'est comme si mon père était mort. Parce qu'il avait pris la place de mon père. Parce que déjà, mes parents ont un certain niveau de négligence, mais mon père, c'est encore plus particulier. Je n'ai jamais eu de relation avec lui. Je n'ai pas de lien. J'ai un lien aussi fort avec lui qu'avec un étranger, en fait. Et mon grand-père avait pris cette place-là, et donc ça a été comme, pour moi, en tous les cas, ça a été comme si j'avais perdu mon père quand il est parti. Et je pense aussi que c'est en partie pour ça que j'ai lâché derrière, parce qu'il n'y avait plus rien qui me tenait, en fait. Vraiment. Et donc j'ai fait ma première tentative de suicide. Allah m'a guidée directement, subhanallah. Et sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans les traumas, et notamment quand c'est des traumas complexes qui s'inscrivent dans la construction même, ça veut dire que déjà dans leur fonctionnement, mes parents inconsciemment m'ont objectisé parce qu'ils ont passé leur vie dans leur discours à vouloir prétendre que j'étais quelqu'un que je n'étais pas, mais ce quelqu'un qui correspondait à ce que eux voulaient en fait en tant qu'enfant. Alors oui, quand j'étais toute petite, que j'avais 3-4 ans, j'étais cet enfant-là, parce qu'en fait, quand tu as 3-4 ans, tu fais uniquement ce qu'on te demande de faire. Alors j'ai toujours posé problème, parce que j'ai toujours eu ce besoin de beaucoup m'isoler, ça a toujours été... Voilà, j'ai toujours été à un certain égard, mais à 3-4 ans, forcément, on est uniquement dans de l'adaptabilité. Notre identité, elle n'existe pratiquement pas. Donc oui, à 3-4 ans, j'étais ce que tu voulais. Sauf que derrière, j'ai grandi. Et ils ont tellement passé leur vie à vouloir faire en sorte que je sois ce qu'ils voulaient que je sois, que c'est une forme d'objectisation. Donc moi, pour me considérer en tant qu'être humain, en tant que personne, c'était très dur. Quand on se fait agresser, abuser, clairement, au niveau de sa définition juridique, c'est on tue l'âme et on laisse le corps en vie. Donc on est encore une fois sur une forme d'objectisation. Et là, c'est un niveau... pour moi, c'est le niveau le plus extrême qui puisse exister, le viol. Pour être très honnête. C'est même pire qu'un meurtre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose qu'un meurtre, sauf qu'on laisse le corps en vie. Derrière, vis avec ça. Je viens de te déphaser les entrailles, maintenant vis avec ça. Vraiment, pour moi, c'est ça.
Et du coup, en fait, c'est que entre l'insécurité, le manque d'affection, le manque d'attention, le manque de cadre, l'objectisation, etc., etc., derrière, en fait, je suis rentrée dans des fonctionnements où inconsciemment, je me mettais en danger, mais parce que déjà, dans mon cerveau, j'avais même pas conscience que ce que j'étais en train de faire allait être dangereux pour moi, parce qu'on ne m'avait pas appris, et que j'avais jamais réussi à comprendre pourquoi ils avaient abusé de moi comme ça. En soi, j'étais partie chercher du pain au village, et je suis rentrée. Ça n'avait aucun sens. Donc en fait, pour moi, je ne pouvais pas comprendre à quel moment je pouvais subir ça, à quel moment je me mettais en danger, qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, j'allais être en danger. Et vu que j'avais personne pour me poser de cadre, encore une fois, pour me dire, bah non, là par exemple, le soir, à cet âge-là, tu ne sors pas en fait. C'est trop dangereux pour toi. Personne ne me l'a jamais dit. À 12, 13, 14, 15 ans, je sortais constamment. J'ai été pendant très longtemps dans des fonctionnements autodestructeurs, donc forcément, je consommais des choses qui faisaient que je n'étais pas totalement là non plus. Donc ça facilitait. Et en fait, derrière, je me suis retrouvée plusieurs fois en danger. J'ai aussi fréquenté des personnes qui ont été dangereuses pour moi. Je me suis fait tabasser au point où on m'a laissée pour morte parce que je ne voulais pas le laisser abuser de moi. Et parce qu'en fait, ça, c'est les répercussions des traumas. La personne n'est pas bête. Hein. La personne ne se met pas en danger, mais elle est inconsciente, elle le fait exprès ou quoi, elle l'a cherché. Non, 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 non. C'est juste qu'en fait, il faut bien comprendre que la normalité, elle dépend de chaque individu. Ça veut dire que notre normalité est codée en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on nous a appris. Moi, on m'a rien appris et ce qu'on m'a fait subir, c'est d'une violence sans nom. Donc ma norme à moi, c'est ça. C'est que c'est normal qu'on fasse subir ça. Voilà ce que c'est les traumas. C'est que même aujourd'hui, après des travails énormes, et c'est pour ça que je ne me marie pas encore, on va être très honnête, c'est parce que je ne sais pas encore me positionner autrement que comme un objet face à un homme. Je ne sais pas faire autrement. Et j'ai tellement de dépendance affective qu'à partir du moment où je vais être vraiment attachée, mais elle va pouvoir faire tout ce qu'il veut en fait. Parce que je suis prête à tout pour pas le perdre. Et je suis tellement convaincue qu'on ne peut pas m'aimer que je suis prête à tout pour qu'on m'aime. Alors j'y travaille, j'avance, j'essaye de plus en plus de gérer ces choses. Je l'ai conscientisé, je le capte. Sauf que c'est tellement des réactions de survie que c'est la réaction première qui vient et derrière, il faut réussir à revenir sur quelque chose de plus rationnel pour calmer ce feu. Et c'est très compliqué, vraiment. C'est vraiment pas une partie de plaisir, c'est très épuisant. C'est pour ça qu'à un moment donné, là je viens de passer 5 ans à faire le choix de ne même pas ne serait-ce que me laisser approcher. Parce que je sais que je peux me mettre en danger toute seule. Malheureusement. Alors, alhamdoulilah, Allah m'a guidée. J'ai eu l'islam qui m'a apporté un cadre, qui m'a apporté des règles, qui m'a permis de comprendre certaines choses et de comprendre à quel moment il fallait que je me protège et que je ne fasse pas certaines choses. Mais il y a des moments, ça reste encore compliqué. Parce que déjà, on n'est que des humains, donc à l'intérieur, ça brasse. Quand on n'a jamais reçu d'amour, on en a terriblement besoin. C'est bien d'essayer de s'aimer soi-même, mais dans tous les cas, l'humain n'est pas fait pour vivre tout seul. Et à un moment donné, on va arriver à notre limite. Et ça, c'est très dur. Et voilà, les traumas complexes, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, ce qu'on peut observer, c'est que l'un entraîne l'autre, et entraîne l'autre, et entraîne l'autre. Et jusqu'à mes 20 ans, ça a été comme ça. Jusqu'à mes 20 ans, que ce soit amicalement, dans mes relations amoureuses, dans toute forme de relation que c'était,
avec les hommes, soit je me mettais énormément en danger parce que je ne savais pas dire non et que je m'objectisais et que j'étais terrorisée très facilement face à eux. Donc ils ont pu faire un peu tout ce qu'ils voulaient de moi. Heureusement que je suis une grosse sauvage, que je sors pas beaucoup de chez moi et que j'ai une foi très forte, c'est ce qui m'a protégée en partie, mais ça m'a pas empêché de me retrouver quand même certaines fois en danger. Parce qu'il a fallu le temps que je grandisse aussi. Quand on est une ado, on est immature. Il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on sait pas. Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, je réfléchis d'une certaine manière. À 15 ans, j'avais beau avoir la foi, j'étais pas capable de réfléchir comme je réfléchis aujourd'hui. Et j'étais seule face à moi-même. Alhamdulillah, j'avais Allah. Alhamdulillah. Et c'est là où ma foi est devenue ultra forte, on va être très honnête. Parce qu'il y a eu des moments où je sais que à l'intérieur de ma propre personne, c'est Allah qui m'a raisonné, qui a posé le cadre. Comme un parent le ferait. Je sais que ça ne dépendait pas de moi, que je ne l'ai pas fait toute seule. Que je ne me suis pas posée en mode ok, donc ça c'est pas bien, faut pas que je fasse ça. Non. C'est que physiquement, je ne pouvais même pas le faire. Et parce que je ressentais un niveau de culpabilité, subhanallah, c'est un truc indescriptible avec des mots en fait. Et c'est là où ma foi, elle a explosé parce que Allah m'a tout donné. Il m'a éprouvé d'une façon, honnêtement, je souhaite à personne d'être éprouvé de la sorte. Même si au final, je suis en train d'en faire l'une de mes plus grosses forces. Mais par ces épreuves, en fait, en m'isolant autant, de façon générale, hein, parce que y a des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément de famille, mais qui arrivent à se trouver un certain groupe d'amis. Moi, j'arrive pas à créer de relations. Donc j'en ai quelques-uns, mais je les tiens à une certaine distance, en fait, c'est trop compliqué. Et Allah, c'est le seul qui fait partie vraiment de ma vie interne, intérieure. C'est tout ce que j'ai, fondamentalement, subhanallah. Donc voilà, vraiment, les traumas complexes, c'est très compliqué parce que même sur l'abus, du coup, par exemple, alors il y en a de plus en plus qui en parlent maintenant, ce qu'on appelle donc l'hypersexualisation, qui va aussi se retranscrire par l'excitation traumatique. C'est pas de l'excitation réelle, c'est pas de l'excitation comme par exemple vous êtes avec votre mari et que vous allez avoir un rapport. Ça n'a rien à voir. C'est quand on va se retrouver dans un contexte ultra anxiogène, en fait, qui nous remet à la place qu'on s'est senti quand on était face à l'agresseur. Donc quand on va être manipulé, quand on va être objetisé, des trucs comme ça. Et ben il va avoir cette réaction chimique, physiologique qui va nous démanger comme si on avait ce besoin d'acte, alors que c'est pas une réelle envie. Parce que déjà, on va même pas avoir envie de le faire avec quelqu'un. Et moi, personnellement, je sais que c'est associé à des images extrêmement violentes. Les images qui passent dans ma tête quand j'ai ce genre de crise, c'est ultra violent. En fait, ce qui est super dur sur ça, c'est que on en parle très peu. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais c'est vrai que c'est ce que je reproche un peu à la France, c'est que malheureusement, le savoir psy n'est pas assez véhiculé et ça nous enferme dans des choses très compliquées. Moi, j'ai passé bien 5 longues années à être convaincue que j'étais une PUTE, parce que déjà, quand on subit ce genre de choses, on a un rapport à ce terme assez compliqué, sachant que moi, on m'a ouvert le ventre lors de ma première agression, en me disant de ne pas parler, en m'insultant que j'étais ça, une PUTE. Donc j'ai une phobie atroce d'en être une. Vraiment, hein, c'est une de mes plus grosses phobies, hein, c'est fondamental. C'est quand on voit ma réaction, quand ce terme approche d'un petit peu trop près de moi-même, c'est ingérable, c'est intenable, c'est pas possible. Donc, moi j'ai passé, oui, donc 5 longues années à me sentir comme une sombre merde, comme une PUTE, parce que j'avais ces réactions et que je comprenais pas. Et que j'avais l'impression, et que j'étais convaincue que j'avais ces réactions parce que j'étais donc, voilà. Je vais le traduire par mauvais, ça me fait traduire.
dire des lettres. Mais j'étais convaincue d'être mauvaise parce que j'avais ces réactions et que je ne comprenais pas d'où ça venait et que je croyais que ça dépendait vraiment que de moi et de ma volonté. Alors que pas du tout. On est très loin. Au contraire. En fait, réellement, ce que ça signifie, c'est qu'à ce moment-là, ça fait partie de la dissociation. À ce moment-là, le cerveau, on n'est plus dedans, nous, en tant que personne. On vit à travers l'agresseur. C'est une manière de décompenser, en fait. Et c'est ultra violent. C'est horrible. Il monte. Moi, je sais que c'est l'un des trucs qui me dégoûte le plus. Mais on peut pas faire autrement. Donc les traumas complexes, c'est vraiment compliqué parce que ça se répercute, ça se répercute. Et tant que le conflit n'est pas réglé, ça se répercute. Et le problème, c'est que pour mon cas personnel, du coup, ça a engendré donc une amnésie post-traumatique, un stress post-traumatique logique, mais aussi un état de dissociation chronique. Ce qui fait qu'en fait, mon cerveau est en total état de survie et que je ne sais même pas si un jour je pourrais m'en sortir, parce que même pas mal de techniques qui existent aujourd'hui, comme le MDR, etc., je ne peux pas y avoir accès pour la simple et bonne raison que à partir du moment où on met dans un état de semi-conscience, mon cerveau part en état de dissociation encore plus. C'est-à-dire que j'ai fait 3 séances de MDR. La dernière séance, j'ai mis 1 mois et demi à revenir à moi. J'avais un gros trou noir. J'ai un gros trou noir, je n'ai aucun souvenir, je n'ai rien, vraiment. Parce que c'est de la survie. Parce qu'en fait, notre cerveau est tellement bien fait qu'il est là pour nous permettre de survivre et donc pour nous protéger contre nous-mêmes, et d'autant plus quand on est enfant, parce que Allah nous a fait d'une façon parfaite, donc il sait que notre cerveau enfant est immature, donc ses fonctionnements sont d'autant plus renforcés, sauf que du coup ça va devenir des fonctionnements naturels puisqu'on n'a pas d'autre base. Donc c'est ce qui rentre dans notre développement naturel, comme quand on se construit, et pour y déconstruire et revenir derrière, c'est très compliqué. Je sais que ça fait au moins la 3e ou 4e psych face à qui je me retrouve, et qu'à un moment donné ou à un autre, le professionnel va être clair. Ils sont pas sûrs de pouvoir vraiment m'aider. Ils vont pouvoir m'aider à avancer un petit peu, mais il n'y a aucune personne qui peut m'assurer qu'un jour je sortirai de cet état de survie. Parce qu'en fait, quand on atteint un niveau de trauma complexe trop important, le cerveau a beau être un muscle, dans tous les cas, les traumas s'inscrivent dans les cellules, s'inscrivent donc dans les organes, ont des répercussions physiques, physiologiques, psychiques. C'est tellement général que c'est extrêmement complexe. C'est vraiment très dur. Je vous assure. Je me souviens d'une époque, par exemple, où le simple fait de marcher dans la rue, mais vraiment, au fur et à mesure des pas, j'ai l'impression que mon corps se paralysait. Et en fonction des personnes que je croisais, ça s'amplifiait. Mais parce qu'en fait, littéralement, quand on arrive à ces niveaux-là, moi je sais que mon cerveau, il fonctionne en sorte que en fait, chaque humain représente un potentiel danger pour ma survie, parce que j'ai jamais eu une seule personne de véritablement solide à côté de moi de toute mon existence. Et je n'ai donc jamais été en véritable sécurité de toute mon existence, n'importe où je me suis trouvée. Et donc du coup, mon cerveau est vraiment dans quelque chose où je peux mourir à n'importe quel moment. N'importe quelle personne, je ne peux pas lui faire 100% confiance, elle peut porter atteinte à mon intégrité, elle peut me tuer, elle peut avoir un impact très important sur ma personne. Et parce que j'ai conscience de la mort où on laisse le corps en vie aussi. Et je pense que ça, c'est encore pire. Ça veut dire que dans le potentiel danger pour ma survie, je ne visualise pas uniquement le meurtre. Je visualise tout ce qui peut me faire mourir de l'intérieur et laisser aussi mon corps en vie. Et ça, c'est très dur en fait. Parce que j'ai jamais de répit. Parce qu'en 25 ans de vie, bientôt 26, dans une semaine, Inch'Allah,
ben, je me rappelle pas d'avoir vécu une seule semaine, une seule journée, ou ne serait-ce qu'une seule période de ma vie en me sentant en sécurité, sans me sentir dans un danger extrême comme celui-ci, où je vois des personnes qui sont paisibles, qui sont easy, qui peuvent rester des heures dehors. Moi, c'est très compliqué de sortir de chez moi. Ne serait-ce que d'aller faire des courses, c'est une épreuve énorme. Parce que dès qu'on m'approche, j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai ce périmètre d'1 mètre par 1 mètre autour de moi. Il faut bien les respecter parce que c'est très très vite très anxiogène en fait. Selon l'OMS, près d'une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles dans sa vie. Alors déjà, les chiffres sont énormes. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces chiffres ne parlent ni de la reconstruction, ni de la résilience qu'il faut avoir, ni à quel point ça détruit. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Mais parce que de toute façon, on n'arrive déjà pas à considérer les victimes comme des victimes et qu'on les place bien trop souvent encore comme coupables. Et donc la foi et la spiritualité sont venues vraiment comme une boussole au milieu de ce chaos. Alors en tout premier lieu, étant française, et vu que je m'étais en plus fait virer du collège que j'étais, j'ai été 1 an dans un collège privé chrétien. Donc j'ai essayé de me tourner vers le christianisme, mais il y avait trop d'incohérences. Il y avait trop de choses, même sur du ressenti émotionnel, qui faisait que je n'arrivais pas à accrocher ça. Il y avait quelque chose qui ne résonnait pas comme ok dans ma tête, comme véridique. Et donc, au mois d'octobre 2013, j'ai fait ma première tentative de suicide. Littéralement, j'ai donc pris de l'alcool avec des cachets et la réaction a été que j'ai fait une crise comme si je revivais l'abus que j'avais subi quand j'avais 8 ans. Et suite à ça, du coup, j'ai fini à l'hôpital. Je suis restée pendant 3 jours allongée sur un lit, mais j'étais vraiment partie très loin. Je ne parlais plus, je ne mangeais plus, je ne bougeais plus. J'étais vraiment une loque. Couchée sur un lit, je regardais par la fenêtre et j'attendais que le temps passe en fait. J'attendais de mourir, je pense, si on est très honnête. Et subhanallah, il y a une fille qui était hospitalisée dans le service qui est venue me voir, qui m'en a parlé brièvement, j'écoutais de très loin. Et elle m'a laissé le Coran sur ma petite table. Et j'ai vraiment eu un truc où j'ai été attirée alors que je n'étais pas du tout livre à l'époque. Vraiment pas. J'avais beaucoup trop de choses dans ma tête pour avoir la capacité de me concentrer sur quoi que ce soit. Donc un livre, c'était intenable. Si je voulais lire un livre, je relise 10 fois la même phrase parce que entre les mots de une seule phrase, il y avait 1 milliard d'informations qui passaient dans ma tête. Donc c'était insupportable. Mais là, vraiment, je ressentais un truc énorme. Et pourtant, je ne savais même pas ce que c'était. Hein. Je l'ai capté une fois en fait, qu'elle était partie et je ne savais pas quel était ce livre. C'est quand je l'ai pris après que je savais que j'ai su que c'était le Coran. Et quand j'ai commencé à le lire, en fait, vraiment, la phrase que j'ai toujours dit, c'est comme si à ce moment-là, mon cerveau ne comprenait pas encore, mais mon cœur avait déjà compris. C'est vraiment passé quelque chose d'incroyable, subhanallah, d'indescriptible. Et à partir de ce moment-là, au tout début, ça a été vraiment une bouée à laquelle je me suis raccrochée. J'ai sombré plein de fois, j'ai refait des tentatives de suicide, j'ai continué à consommer des choses pas bonnes. J'ai continué à être très en colère. Il y a eu des choses qui ont continué à être difficiles. Mais au moins, ça m'a tenu en vie. Au début, c'était ça. C'était que par l'islam, ça me faisait au moins une raison de rester en vie. Parce qu'avant ça, j'en avais plus aucune. Et je pense que si Allah m'aurait pas guidé ce jour-là, je serais ressortie de l'hôpital, j'aurais refait direct derrière, je serais même pas attendue. Parce que là, à ce moment-là, j'avais atteint ma limite et que la seule chose que j'avais en tête, c'était de me foutre en l'air. Et Allah m'a vraiment sauvée d'une façon, subhanallah. Et petit à petit, j'ai commencé à cheminer. J'ai écouté du Coran. Je me suis rendu compte que ça apaisait mon cœur. Alors j'ai commencé à l'écouter plus régulièrement quand j'avais besoin de m'apaiser.
J'ai fait le yo-yo, il y a eu des moments où je m'en rapprochais très fort, il y a eu d'autres moments où je m'en rapprochais, où je m'en éloignais beaucoup. J'ai toujours eu cette envie de porter le voile. Je pense que dans ma pratique aussi, il y a eu un facteur très important, ça a été ma famille. On en revient à ce que je parlais tout à l'heure de ce besoin de validation, etc. Je leur ai donné une arme sur quoi m'attaquer très facilement sur ça, sur quoi remettre en fait tout ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de ma personne depuis ma naissance. Je leur ai donné une excuse. Et même quand on en parle aujourd'hui, ils prétendent que ça vient que de là, alors qu'ils ont toujours été comme ça. Bref. Mais du coup, j'ai passé des années aussi dans cet entre-deux où je sais que Allah est véridique. Je sais que j'ai besoin de ça pour sauver ma vie. Et que même s'il y a des choses que je ne comprends pas, Allah c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi. Mais de l'autre côté, il y avait ce besoin de validation tellement énorme de par ma famille qu'il y a eu plein de fois aussi où j'ai fait des choses qui étaient contraires à l'islam uniquement par recherche de leur validation en fait. Mais parce qu'ils m'ont bassiné constamment sur ça. Mais j'en ai entendu des propos horribles. J'ai passé 7 ans à me battre pour mettre le voile. Au bout de 7 ans, je leur ai pas laissé le choix et que je dis maintenant je le mets et je l'enlève plus. Parce que j'avais quand même été en foyer entre temps, j'ai été patiente. J'ai eu mon propre appart, j'ai été patiente. Je suis retournée chez eux parce que je voulais pas que le lien se perde. Enfin, je suis retournée chez eux parce que je comptais acheter une maison. Et vu que je voulais pas que le lien se perde, je me suis dit c'est le bon moment pour le faire. Parce que là, il n'y avait pas de distance physique. Donc s'ils voulaient casser le lien, ils ne pouvaient pas, j'étais là. Sauf qu'ils m'ont clairement jeté dehors en plein mois de décembre. Ouais. Et que en plus, dans leur fonctionnement, aujourd'hui, ils osent prétendre que c'est moi qui suis partie. C'est pas eux qui m'ont mis dehors. Et c'est ça. Là, on est sur un exemple. Ça s'appelle de la manipulation. Quand j'étais petite, j'utilisais tout le temps que moi, mes parents, leur façon de m'éduquer, c'était par chantage affectif, ils ne savaient pas faire autrement. Ça s'appelle de la manipulation. Fondamentalement, on va utiliser les vrais termes, c'est de la manipulation. Et ça a toujours été comme ça. Je suis un sac à patates, je suis enfermée dans une secte, je ne sais pas réfléchir par moi-même. Alors je suis désolée. Franchement, j'ai pas un ego surdimensionné. Mais ils n'ont pas la capacité d'avoir le quart des réflexions que j'ai. Ils ne sont pas capables d'avoir le quart de la liberté dans laquelle je vis et de l'indépendance dans laquelle je vis. Donc l'islam, ça a vraiment été ma libération. C'est comme si, à partir de ce moment-là, en fait, je suis née vraiment. J'ai le droit d'être qui j'avais envie d'être. J'ai trouvé un socle sur lequel m'appuyer qui correspondait vraiment à mes principes et à mes valeurs, à ce qui vibrait vraiment en moi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui diabolisent l'islam, mais moi je le connais, je l'étudie l'islam. Il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus beau. Et ma vie aujourd'hui, je la dois à Allah. Je serais pas là. Et même eux qui m'ont rejeté par rapport à ça, ma famille, même eux ils le disent que je serais morte si j'aurais pas eu l'islam. C'est fondamental. Allah m'a donné tout ce qu'ils n'ont pas été foutus de me donner. Allah m'a apporté tout ce que je n'avais pas et le niveau de paix et de bien-être que j'ai atteint aujourd'hui, je le dois uniquement à Allah. Plus je me suis rapprochée d'Allah, et mieux ça a été. Et plus j'ai arrêté de chercher à correspondre à ce qu'ils attendaient de moi et que j'étais vraiment moi dans ce qui me correspondait, dans ce qui faisait sens en moi, mieux j'ai été. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que je peux me retrouver en grande difficulté financière, je ne retournerai chez eux pour rien au monde. Parce que pour ma survie personnelle et psychique, je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas possible. Je préfère mourir de faim que mourir psychologiquement. Je suis déjà morte une fois psychologiquement, je ne suis pas prête à y retourner. Donc qu'importe à quel point les gens veulent diaboliser l'islam, je tiens à vous le dire. L'islam sauve des vies. L'islam a sauvé ma vie, fondamentalement. Allah Akbar. C'est incroyable, mais...
tout ce que je suis aujourd'hui, que ce soit même dans les projets que je veux faire, dans l'investissement humanitaire que j'ai, dans ma façon d'agir et de réagir et d'interagir avec les gens, tout ça vient de l'islam. Moi, la seule base sur laquelle je me suis construite, c'est l'islam. Et je n'inclus aucune culture ni rien là-dedans. Je parle uniquement d'islam, le vrai, le pur. Subhanallah. C'est une puissance, mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura fait et punie pour le mal qu'elle aura fait. Subhanallah. Ya Rabbi, apaise nos cœurs. Permets-nous de commettre des bons actes, d'être bons, d'être purs. Accorde-nous la miséricorde, Ya Rabbi. Subhanallah. Allah est tellement grand. Et si les gens étudiaient vraiment le vrai islam, c'est justement pour ça que autant on s'amuse à le diaboliser. Parce que si les gens sauraient vraiment ce qu'est l'islam, le vrai islam, subhanallah. J'ai jamais vu quelqu'un entendre le vrai message, accepter d'entendre le vrai message et le refuser. C'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement juste. Subhanallah. Vraiment. Je renoncerai à ça pour rien au monde. Vraiment, je le dis, j'ai été prête à être SDF pour, et si c'était à refaire, je le referai. S'il faut que je dorme dehors, pour ça, s'il faut que j'abandonne tout, pour ça, je le ferai. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Et c'est aussi pour ça que je suis autant reconnaissante d'avoir sombré aussi bas et d'en porter le poids encore aujourd'hui, parce que déjà, alhamdoulilah, je gagne des hasanettes. Aussi, par ça, Allah a purifié mon cœur, subhanallah. Je sais que même je suis dans le trop pour plein de gens, je suis trop empathique, je suis trop compréhensive, ok, c'est pas grave. Moi, je sais que ce que ça fait de passer par ces états aussi sombres. Moi aussi, j'ai été très sombre. Moi aussi, j'étais très en colère, j'ai fait beaucoup de mal. Alhamdoulilah, Allah m'a accordé la paix. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une bonne image de moi, mais j'ai pas toujours été cette bonne image. Et je l'ai suffisamment expérimenté pour affirmer que ce n'est pas une question de choix. Et que ce n'est pas si facile que ça. Parce que même encore aujourd'hui, même si alhamdoulilah, j'ai bien avancé, il y a encore des fois où j'ai des réactions qui ne sont absolument pas appropriées. Et je l'affirme et je l'assure. Pour l'instant, en tout cas, à l'heure qu'il est, je n'ai pas la capacité d'agir autrement. Mais c'est pour ça que l'islam est aussi beau. Parce qu'en fait, la chose la plus importante, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah sait que je n'agis pas comme ça par volonté. Allah sait que je culpabilise de ça. Alors qu'importe ce que les humains peuvent venir me dire ou me culpabiliser vis-à-vis de ce sujet-là. De un, je sais pourquoi je réagis comme ça. Et de deux, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, mes intentions, ma volonté. Et en fait, c'est là où l'islam est libérateur et sauveur aussi. C'est que l'humain, et je pense d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui permet que tout le monde se mêle de la vie de tout le monde, l'humain est très jugeant, intransigeant. Il va falloir l'excuser lui quand il fait des erreurs, mais quand toi tu fais des erreurs, il va être beaucoup moins compréhensible. L'humain est très injuste. Allah t'apporte tout ce que l'humain n'est pas capable de t'apporter. Vraiment. C'est pour ça que moi aujourd'hui, et ça a toujours été en fait, parce que j'ai toujours eu que lui, alhamdoulilah, mais c'est vraiment un cadeau, parce que je me confie que à Allah. Et mes meilleurs conseils, ils viennent d'Allah. Alors il y a plein de gens qui vont me dire, mais il te répond pas, il te parle pas. J'ai pas besoin qu'il me parle, j'ai besoin qu'on me dise des mots. Déjà, il y a des choses qui se passent quand on atteint un certain niveau de connexion avec sa propre personne, et donc relié qu'on a la foi à Allah. Je le ressens en moi.
Les courants de pensée qui passent dans ma tête, ils viennent pas de nulle part. Le hasard n'existe pas. Si j'ai certaines pensées, si même je vais tomber sur certains articles, je sais que ça fait sens. Je le sais. Et je le ressens au fond de moi. Et c'est là où on sent la pureté du lien avec Allah. Et pourtant, de base, je suis quelqu'un de très intellect et j'aime beaucoup la science. Et il y a beaucoup plein de gens qui me disent « Moi, je suis une scientifique. » Moi aussi, je suis scientifique. Et c'est parce que l'islam est tellement véridique qu'il s'inscrit même dans la science que je n'ai aucun doute sur sa véracité. Subhanallah. Allah Akbar. Voilà. Après tous ces ténèbres, ce qui m'a sauvé, c'est ça. C'est Allah. Et quand j'entends l'histoire de plein de sœurs, je me dis, mais c'est le seul vrai moyen de vraiment s'en sortir, je pense. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Dans mon dernier podcast, j'ai développé donc ce que ça signifie être HP. Et donc, je voulais en revenir sur les conséquences du coup de toute cette histoire. Donc, entre le fait d'être HP, donc comme je voulais expliquer, on a une intensité émotionnelle très haute, on a une empathie très forte. Donc, par exemple, par rapport à mes parents, j'ai souvent eu plus d'empathie pour eux que pour ma propre personne. On capte le langage non verbal, donc sur ma mère ça me fait énormément. Elle me dit des choses avec sa bouche mais son corps me dit le contraire, et je sais pertinemment que non, c'est pas en accord. Elle est convaincue d'être en accord, mais c'est pas du tout en accord, et ça se voit, et c'est flagrant pour moi, c'est flagrant. Et ces actes qui vont suivre de toute façon vont venir confirmer. Franchement, je crois que je me suis jamais trompée quand je l'ai identifié. Et ça, par exemple, heureusement que je suis HP. Parce que ça, c'est typiquement le genre de fonctionnement qui peut rendre un enfant schizophrène. La nuance qu'il y a entre le langage verbal et non verbal va créer quelque chose au niveau du cerveau. C'est ultra violent. Vraiment, c'est ultra violent. Et en fait, entre donc ce fait d'être HP, plus tous les traumas, en fait, toutes mes réactions traumatiques sont surdéveloppées, on va dire, dû à mon intensité émotionnelle. Du coup, tout est beaucoup plus fort. Donc, l'hypervigilance, elle est à un niveau extrême, au point où, par exemple, si je vais manger dans un lieu public ou je m'assois quelque part dans un lieu public, ça va être pratiquement impossible pour moi de m'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, où des gens peuvent passer, tourner autour de moi, par exemple. Et ça, c'est vraiment inconscient. C'est une copine qui me l'avait fait remarquer un jour. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Hein. Mais à chaque fois, je m'assois, il faut que la chaise soit dos au mur, que personne puisse passer, et que j'ai vraiment ce truc où je puisse avoir un champ visuel assez large pour capter tout ce qui se passe. Du moment où il y a quelqu'un qui bouge, qui fait quoi que ce soit, quelqu'un qui rentre, il faut que et je le fais automatiquement, j'ai les yeux, tout le temps, ils observent tout ce qui se passe. J'ai besoin de tout contrôler tout le temps. Ça, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, ça englobe énormément de points, dont ça, dont quand on parle, on réfléchit constamment à ce qu'on va dire. Est-ce que ça va être ok de dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on va être une mauvaise personne si on dit ça? J'ai extrêmement peur aussi de me laisser approcher. Je ne sais même pas si un jour j'aurai la capacité de me marier, tellement j'ai peur. Parce que déjà, tout ce qui est les rapports, j'y connais que dans une façon abus. Donc je ne le connais que par la violence. Donc qu'est-ce que je vais être en capacité de poser comme limite ou de demander si je connais même pas la norme en fait, et si moi, ma norme à moi, elle n'est pas du tout normale, elle n'est pas du tout ok, et que cette norme, elle me fait que je peux me mettre en danger parce que je ne comprends pas. Il y a énormément de choses et c'est vraiment compliqué. Par exemple, là, j'ai eu des gros problèmes de santé qui font que j'ai dû être pendant un long moment en arrêt maladie.
je suis toujours pas soignée, j'ai toujours des symptômes qui sont relativement graves. Mais j'ai repris le travail parce que là, on a l'état de survie, tu manques, tu manques d'argent, de la peur de crever la dalle, de crever SDF. Ça veut dire qu'actuellement, dans mon cerveau, je suis en train de me dire, je préfère mourir d'une maladie que de mourir SDF en fait. Au moins comme ça, je serai dans mon lit au chaud, tant pis. Et donc, je suis retournée travailler, alors que fondamentalement, ça met ma vie en danger. La preuve en est, c'est que les symptômes se sont amplifiés depuis que j'ai repris le travail. Mais parce que dans ma tête, c'est pas possible. Et là, par contre, le mécanisme de défense, il peut nous servir à notre avantage aussi. C'est que mon état de dissociation, quelque part, inconsciemment, j'ai réussi un peu à le manipuler. Et donc là, comment je fonctionne dans mon travail, c'est que dans ma tête, je me suis convaincue que je n'ai pas le choix. Il faut que je tienne. C'est soit je tiens, soit je meurs. Vraiment, je l'ai visualisé comme ça. Donc de toute la journée, je suis dans une mentalité où il faut que je tienne coûte que coûte, à tout prix. J'ai aucune possibilité autre. Donc je n'écoute absolument pas mon corps, qu'importe les signaux qu'il m'envoie. Et je tiens. Physiquement, réellement, j'ai l'impression de rien ressentir pratiquement. Par contre, au moment où je rentre chez moi et que je me pose, c'est un carnage. C'est vraiment un carnage. Là, par exemple, ça fait 3 semaines que j'ai du sang juste parce que j'arrive pas à faire autrement. Et parce que le contexte du système médical est celui qu'il est, qu'il y a beaucoup de négligence et d'errance médicale, du coup. Et donc, en fait, ça m'enfonce dans ces fonctionnements-là. Parce que déjà, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'étais capable de me prendre en considération d'aller me faire soigner. Et au final, j'ai été reçue d'une façon où on me dit « mais dégage, tu nous fais chier, en fait ». Donc du coup, ça ne m'aide pas, j'ai qu'une envie, c'est tant pis. Il se passera ce qui doit se passer. Ça, c'est de la survie, c'est que de la survie. Il y a des gens qui seraient capables de se battre pour ces sujets-là. Parce qu'ils ont un minimum de valeur, ils ont un minimum d'estime pour eux-mêmes. Moi, mes psys, elles me le disent clairement. Je vis comme si je n'existais pas. Parce qu'on m'a toujours fait exister comme si moi, ma personne, n'existait pas. J'étais seulement l'objet des gens, de ce qu'ils voulaient que je sois. Mais moi, j'existe pas. Aujourd'hui, j'existe, alhamdoulilah. J'essaye de plus en plus d'être vivante, d'être moi, d'être ce que j'ai envie d'être. Mais encore aujourd'hui, très fréquemment, quand je me retrouvais face à eux, c'est la survie qui va se mettre en place. Et donc l'adaptabilité, chercher la validation, etc. J'ai énormément de mal à m'imposer. Ou si je m'impose, du coup, ça va être d'une façon très violente parce que sinon j'ai peur qu'on me tue en fait. Et tuer, c'est vraiment imagé par rapport à un cerveau d'enfant. Donc c'est de plein de manières différentes. C'est la mort psychique, c'est la mort verbale, c'est la mort physique. Ça englobe plein de choses. Parce que mon enfant intérieur, l'enfant que j'étais, a encore une place énorme. Puisque, et notamment d'autant plus face à eux, parce qu'ils sont la source de la détresse de cet enfant. Ils sont la source principale. Alors, le monde extérieur ne l'a pas aidé, mais ils sont la source principale. Et donc, vraiment, ce qui est très complexe, je trouve, c'est qu'en étant HP, j'analyse tout le temps. Donc, rationnellement, je sais tout. Je comprends tout. Je capte tout. Quand je dis ça, c'est pas en mode je sais tout sur tout. C'est que je sais que j'ai quand même la capacité de énormément conscientiser mes fonctionnements, je me les détaille en tête, je les analyse, les fonctionnements de mes propres parents. Aujourd'hui, si j'arrive à maintenir un lien, c'est parce que j'ai cherché à comprendre et que je pense avoir compris et que malgré que ce soit encore difficile, je sais ce qui est la source et quelles sont leurs limites et leurs difficultés qui font que j'ai beau avoir toutes ces armes-là, dans tous les cas, c'est l'enfant que j'étais. Et c'est pour ça que je suis aussi intransigeante aussi sur les enfants. Parce que là, on voit à quel point c'est destructeur. À quel point, j'ai beau avoir 25 ans, j'ai beau avoir la capacité de vous décrire tout ça comme ça, dans le feu de l'action, quand l'émotionnel est là, je suis une enfant. Je suis véritablement petit enfant. Et j'ai sur plein de réactions des fonctionnements de petit enfant. Parce que l'enfant que j'étais n'a pas eu les réponses dont il avait besoin. Donc il répète, jusqu'à avoir la réponse nécessaire, sauf qu'elle n'a jamais arrivé. Elle n'a jamais été là.
Et il y a des gens qui disent que, qu'on peut tout faire tout seul. Moi, je fais partie des personnes qui pensent vraiment que non. Je pense qu'il y a vraiment une limite. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vit tous ensemble sur Terre autant d'humains. On ne peut pas tout apporter tout seul. Je pense qu'il y a sur certains facteurs, on a besoin des autres. Et par exemple, sur l'affection, ça a été prouvé, même scientifiquement, que ce contact physique active certaines cellules, comme la cellule certaines hormones, comme les hormones du bonheur, etc. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux portent autant préjudice, parce qu'il y a aussi une étude qui a été faite, parce qu'il n'y a pas de contact humain, il n'y a pas ce truc-là. En fait, on a notre corps, là, qu'on sent, mais il y a ce qu'on appelle le corps étiré autour. C'est ce qui nous permet la connexion avec les autres. À travers un boîtier, il n'y a pas cette connexion-là. Et c'est ça qui manque, et c'est pour ça que les gens, ils ont beau être connectés au monde constamment, ils se sentent terriblement seuls. Il y a eu des études faites sur ça, vous pouvez aller faire des recherches. Le journal Cerveau et Psycho l'avait développé, je ne sais plus quel mois c'était il y a peu, là. Mais ils l'avaient développé, ils avaient développé sur l'étude qui avait été faite sur ce sujet-là. Sinon, on serait tout seul sur une île, chacun dans notre coin, on ne serait pas autant. Si on est tous ensemble, si on appartient à une famille, déjà même quand on regarde dans la construction, par exemple, des animaux en fonction de leur fonctionnement, nous, on fait partie de ces espèces qui vivent en meute, on vit avec nos familles, on est des espèces qui appartiennent au fonctionnement des clans, etc. L'humain n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc bien évidemment que oui, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres, mais comme dans tout, et c'est pour ça que l'islam est la perfection, parce que l'islam nous l'apprend, c'est le juste équilibre. Il faut un équilibre dans tout. Tout extrême est mauvais au final. Si on veut rentrer dans un extrême où on considère que l'amour peut provenir que de nous-mêmes, et à un moment donné, on va arriver à une limite. Parce que non, sinon tu serais tout seul sur Terre. C'est pas possible. Dans ces répercussions aussi d'hypervigilance qui sont compliquées à gérer, il y a ce fait d'avoir beaucoup de difficultés à se sentir en paix, d'être toujours en alerte, de se sentir tout le temps en danger. Par exemple, je sais que chez moi, je m'enferme tout le temps à clé, même ne serait-ce que dans ma voiture, je m'enferme à clé parce que juste à l'arrêt, à un feu rouge, j'ai peur. Je me dis, la nuit, c'est immonde. Juste, non mais, même dans la maison, chez mes parents, de descendre en garage quand il fait nuit, c'est horrible. Je suis terrorisée. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va sortir de quelque part, qui va m'attaquer. C'est des peurs d'enfant, ça, normalement. La bête qui sort sous le lit, quoi. J'ai 25 ans. Si j'étais dans la lumière, je saute pour aller dans mon lit parce que j'ai peur. C'est absurde. Quand j'y rationalise, c'est absurde. Mais sur l'instant T, vraiment, je le ressens physiquement, hein, c'est pas une blague. C'est n'importe quoi. Et vraiment, il y a tous ces points où vraiment, ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Et pourtant, il reste encore tout ça. Et le HP, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Parce que, donc, il y a tous ces trucs où ça handicape parce qu'il y a l'intensité émotionnelle qui est beaucoup plus forte, donc c'est compliqué. Il y a cette empathie, il y a cette analyse aussi qui fait qu'on a beaucoup de remise en question qui est très élevée par rapport au reste des gens, parce qu'en plus on vit dans une société qui renforce ce truc d'être beaucoup dans son ego, d'individualisme, d'être dans l'ego, donc la remise en question est compliquée pour beaucoup de personnes. Donc ça handicape sur beaucoup de choses, parce que face à des personnes néfastes comme ça, eux ils se remettent pas en question, toi tu te remets en question, tu crois constamment que tu es la mauvaise personne. Et s'ils veulent chercher à te convaincre que tu es la mauvaise personne, moi j'y crois très facilement. J'essaye de faire autrement, mais j'y crois très facilement. Et, mais il y a aussi cet avantage où du coup, mon cerveau fuse d'une certaine manière, où j'ai pu intellectualiser énormément, je peux emmagasiner énormément d'informations. Même s'il se passe quelque chose dans ma vie à 23h, je vais être en capacité de l'analyser, de pousser la réflexion loin, tout de suite. J'ai pas besoin de laisser traîner et de me dire je verrai plus tard. Et
Et en fait, plus je me suis connectée à ce côté HP, dans le sens où je l'ai conscientisé, je l'ai étudié aussi du coup. J'ai appris ce que ça signifiait, ce que ça engendrait chez moi. Et du coup, j'ai arrêté de voir ces fonctionnements comme des problèmes et que je les ai vus comme quelque chose qui m'appartient et qui fait partie de moi. Et que donc du coup, il faut que j'apprenne à vivre avec. Du coup, j'ai réussi à en faire une force, à vivre mieux avec. Et oui, aujourd'hui, c'est vraiment une véritable force. Donc l'HP, mais vraiment, c'est à double tranchant. Il y a des jours où j'en ai ras-le-bol et j'aimerais être normale, comme la majorité des gens, je ressens ce truc. Ils s'en foutent de tout, moi aussi je vais m'en foutre de tout. C'est pas possible. Mais il y a sur d'autres trucs où ça m'est très avantageux parce que même sur tous les projets que je fais, je sais que ça a une grande place. Vraiment. Mais aujourd'hui, je dois le dire, je crois que vraiment je suis heureuse. Ça a été très dur, c'est encore très dur par moments parce que je porte encore les séquelles, parce qu'il y a des moments où je suis encore dans des états de détresse difficiles si on me remet dans certaines situations parce que ça réactive les traumas. Mais pour moi, le bonheur, c'est un équilibre entre le fait que ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais sont en accord. Et aujourd'hui, j'ai atteint ce stade-là. Je suis OK avec moi-même. Même s'il y a des choses qui sont encore difficiles, je suis alignée à moi dans mon entièreté. Et j'ai réussi en fait à petit à petit cheminer pour faire en sorte que toute cette souffrance devienne une véritable force. De par les projets que je monte, mon autobiographie déjà a été une grande mise à plat de tout ça. Je vous invite à la lire si ça vous intéresse, si cette vidéo vous plaît aussi. Vous aurez beaucoup plus d'informations en détail, vous pourrez d'autant plus comprendre. Mais c'est vrai que l'écriture de mon autobiographie, je l'ai fait sur 6 ans. J'ai vraiment voulu prendre le temps de l'écrire, de le réécrire plusieurs fois, de relire, de re-relire, de modifier. Parce que aussi par le travail que je faisais, il y a certains souvenirs auxquels j'ai accès aujourd'hui et auxquels je n'avais pas accès au début de l'écriture. Et vraiment, ça a été un premier pas vers moi de mettre des mots vraiment sur tout, de le raconter uniquement dans ma propre version sans chercher à protéger personne. Même si quelque part, je l'ai quand même fait parce que je n'ai déjà pas tout raconté parce que je n'aurais pas pu. Et il y a certains passages que j'ai arrangés parce qu'il y a certaines vérités que je sais qui sont encore trop compliquées à entendre, à accepter pour mes parents. Mais même par la couture des robes, ça veut dire qu'on m'a rejetée pour mes convictions pendant tellement de temps. On m'a interdit de m'habiller comme j'avais envie de m'habiller. Aujourd'hui, je crée des robes pour nous mettre en valeur, pour mettre en valeur mes sœurs qui sont aussi voilées, pour me mettre en valeur aussi parce que je crée mes pièces aussi personnelles. Et du coup, je laisse parler ma créativité dans ce qui est en accord avec moi-même, dans ce non, je n'ai pas besoin de mettre des vêtements ultra moulants ou courts pour être une femme. Au contraire, je me sens beaucoup plus femme dans quelque chose que j'estime, en tout cas personnellement, comme étant élégant. Et dans cette société qui, pour moi en tout cas, sexualise énormément la femme, de me couvrir, c'est aussi un acte féministe pour venir dire les gars, vous n'allez pas me juger sur ce que je ressens physiquement en fait. Tu vas prendre ce qu'il y a dans mon cerveau. C'est pas mon corps qui va définir, parce que je vais pas mentir, mais je sais que j'appartiens à certaines normes physiques où voilà, je suis pas désavantagée, mais je veux pas m'en servir. C'est pas pour moi, ce n'est pas ma valeur, c'est une enveloppe. Ce qu'il y a dans ma tête, ce que je suis en tant que personne, c'est beaucoup plus important. Et je veux que ce soit sur ça qu'on se concentre plutôt que ce sur à quoi je ressemble physiquement. Même dans mes projets futurs, donc là je vais commencer les consultations en santé naturelle. Pareil, on va pas mentir, j'ai eu beaucoup de psychotropes quand j'étais adolescente, du coup pour apprendre à canaliser tout ça. Quand on est en structure, ils nous en donnent pas mal quand même. J'ai appris à me soigner autrement,
parce que ça avait eu beaucoup de répercussions sur ma santé physique. Ça ne m'a pas forcément aidé en fait au final. Sur certains points, et sur certaines choses ça m'a aidé, mais sur d'autres points ça m'a pas aidé. En fait ça m'a aidé dans le sens où ça m'a rendu complètement une loque, donc c'était beaucoup plus facile, je dormais constamment. Comme ça il n'y a pas le temps de penser, je dors. Enfin du mal. Avant je dormais plus du tout. Ça m'a aidé juste sur ça, mais les répercussions physiques, c'est compliqué. Et au final j'ai réussi à tout transférer sur des choses qui sont beaucoup plus naturelles, qui sont beaucoup plus saines pour moi. C'est une médecine aussi qui me parle beaucoup plus parce que du coup, elle ne considère pas que le corps physique, mais on est vraiment une harmonie de notre propre personne. Ça veut dire qu'on a un corps, on a un esprit, on a une âme, et tout travaille ensemble. Nos traumas ont des répercussions sur notre corps physique, notre corps nous parle. Il y a énormément de choses qui sont en accord avec ce qui me semble comme étant beaucoup plus juste. Et pour moi, ça fait aussi partie de cette transformation-là, de ok, j'ai baigné dans ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais? Et à plus long terme, bien évidemment, ça c'est mon plus grand rêve. C'est vraiment le métier le plus important que je rêve d'exercer, pour moi en tout cas. C'est faire ma licence et mon master de psycho, peut-être Inch'Allah une thèse, et vraiment exercer en tant que psychothérapeute. Je veux me spécialiser en psychologie islamique, mais ça par contre j'estime que j'ai encore du chemin à faire, parce que même si j'ai atteint un état de bien-être, les traumas sont là. Et je considère que dans ces métiers, on doit avoir un certain niveau de conscience parce que notre personne est engagée. Et je ne peux pas me permettre de rajouter des difficultés à une personne qui vient chercher de l'aide auprès de moi parce que je n'ai pas réglé mes conflits. C'est comme quand on fait un enfant, c'est pareil. Je ne ferai pas d'enfant tant que je n'aurai pas réglé mes conflits. C'est hors de question. Mais du coup, tout ça, j'ai réussi à en faire une véritable force parce que même la façon dont je suis en train de vous en parler, je ne le fais absolument pas pour qu'on ait de la pitié pour moi ou je ne sais trop quoi. Moi, l'objectif, c'est même pas que ma personne soit connue. Au début, je voulais même pas montrer mon visage parce que je n'ai pas envie de moi être connue en tant que personne. C'est juste que, en fait, je m'axe sur plusieurs branches et dans la branche de l'édition, des podcasts, des livres, etc., c'est vraiment des messages que je veux faire passer. C'est que je sais pertinemment que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont encore en plein dedans, que ces mêmes personnes peuvent peut-être penser qu'elles ne s'en sortiront jamais, qu'il n'y aura pas de solution, qu'il n'y aura pas de lumière au bout du chemin. Je l'ai cru des jours aussi parfois. J'en ai eu très peur. Et si mes messages peuvent tomber dans l'oreille de quelqu'un qui est dans cet état de détresse et que ça lui redonne un minimum de force pour continuer à repartir, j'aurai réussi ma mission. Ça m'émeut parce que c'est très important pour moi. Je veux pas avoir vécu tout ça pour rien. Je veux que ce que j'ai vécu, et je sais que Allah m'a fait un cadeau, mais m'a donné un certain rôle en me rendant HP aussi, c'est que du coup ça me permet d'avoir un certain développement où je peux aider les autres. Je le sais, j'ai déjà des retours dans les personnes qui sont autour de moi. J'ai du mal au niveau de mon ego puisque je ne me considère pas comme ça, mais je le sais, c'est factuel. Les gens se confient très facilement à moi. Ils me le verbalisent, qu'ils aiment parce que j'ai une façon d'analyser, j'ai une certaine empathie qui fait que je les comprends d'une certaine manière aussi. J'ai la pratique aussi, dans le sens où j'ai expérimenté certains états assez morbides. Donc je peux comprendre des cas assez extrêmes, même là dans mon travail d'auxiliaire de vie que je suis pour l'instant. Donc vu que je suis déjà formée au soutien psychologique, j'accompagne quand même pas mal de personnes sur la psy et je lis énormément, je suis passionnée par le sujet, donc je sais que j'ai un avancement même au-delà de la simple formation que j'ai faite et j'arrive à avoir des résultats qui sont, alhamdoulilah, plus que satisfaisants et c'est reconnu par différents organismes, et parce que entre mon HP, ma passion pour la psychologie, le fonctionnement du cerveau et ma propre expérience, ça fait un combo qui me permet d'aider relativement bien les gens. Alhamdoulilah ya Rabbi.
Et je sais que par tout ça, Allah m'a donné beaucoup de force en fait au final. Je me suis écrit une lettre l'autre jour à la moi de mon passé. Et l'une des dernières phrases que j'ai dit, c'est ne t'inquiète pas, je sais que c'est horrible ce que tu es en train de subir, mais si Allah te fait vivre tout ça, c'est parce qu'il est en train de te purifier pour que tu puisses accomplir la destinée qu'il t'a prévue. Parce que c'est vraiment ce que je crois aujourd'hui. C'est que dans tous les cas, je ne pourrais pas être et faire ce que je suis en train de faire si je n'aurais pas subi tout ce que j'ai subi. C'est parce que je l'ai expérimenté, que je l'ai vécu, que j'ai eu mal, que je suis passée très près de la mort, que je me suis sentie morte, même en étant vivante, que j'ai touché le fond, qu'aujourd'hui j'ai cette soif de vivre, que j'ai cette empathie pour les autres, j'ai cette capacité de comprendre les autres et j'ai envie de faire des choses, vraiment. Et du bien, surtout. Et c'est vraiment devenu une véritable force, tout ça. Et au-delà du plan professionnel, la question humanitaire est bien évidemment aussi très en avance. En fait, si on va être très honnête, moi, mes 2 projets principaux que j'avais en tête dès le départ, c'était la psycho et avoir une association humanitaire. Sauf que j'ai un fonctionnement qui fait que j'ai besoin de m'alimenter le cerveau constamment, donc j'étudie beaucoup de sujets. J'aime beaucoup l'histoire parce que ça permet de comprendre énormément de choses sur le aujourd'hui. Les injustices du monde m'ont toujours beaucoup heurté, donc depuis très longtemps je m'intéresse à la politique, pas d'une façon politique mais d'une façon humanitaire, dans le sens où je veux savoir ce qui se passe pour comprendre comment on peut aller aider les gens. Et donc en fait, par contre, du coup, je ne veux pas dépendre des subventions d'État parce qu'il y a certains fonctionnements que j'ai compris depuis fort longtemps et avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Donc en fait, c'est cette société que je veux créer avec donc Khadija Eco, avec les 3 branches, c'est vraiment... Donc cette société Khadija Eco, c'est vraiment uniquement en fait dans le but de financer l'association humanitaire. Je veux aller aider les personnes en détresse, je veux aller les aider aussi correctement parce que là par exemple, selon une des dernières études qui a été faite, la majorité des personnes qui sont aidées par des ONG, les sondages ont montré que la majorité d'entre eux ont l'impression d'être infantilisés et mal entendus par les ONG parce que malheureusement c'est là où la psycho est tellement importante en fait sur tout. C'est-à-dire que là on est sur du transgénérationnel. Je suis sûre que la majorité qui ont ces fonctionnements-là, ils ne le font pas par volonté, mais parce qu'en fait on est issu d'une histoire de colons. On est des enfants de colons. J'ai beau, par exemple moi qui suis une pure française, j'ai beau être aux antipodes de ça et ne même pas le comprendre et être dégoûtée, horripilée par ça, dans tous les cas on est issu de cette histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même par rapport aux études scientifiques, on sait que les traumas, etc., s'inscrivent dans les cellules. Il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent dans les cellules et qui se transmettent de génération en génération. Donc forcément, il y a certaines choses qui nous transmettent. Et nous, il faut qu'on arrive à faire un travail de conscience pour se détacher de ça. C'est pour ça que je dis ça, parce que je pense que la majorité qui font ressentir ça aux personnes qui vont aider, je suis pas sûre que ce soit vraiment volontaire. C'est ce côté infantilisé, etc. Je parle pas des politiciens, parce que les politiciens, c'est très stratégique. Quand on voit la borne, là, quand il parlait aux Mahorais, mort de... Bref, on va partir sur ce sujet-là, parce que... Mais, en tout cas, dans ceux qui s'engagent dans l'humanitaire, je pense... Il y a toujours des imbéciles de partout, mais je pense que... Pour certains, c'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est parce que aussi on entend beaucoup de choses depuis qu'on est petit. On est issu de certaines familles qui ont certaines histoires, et que du coup, en fait, c'est un fonctionnement qui est naturel. Et pour moi, c'est vraiment important donc de le conscientiser, de remettre en question ça. Moi, vraiment, dans les systèmes qui vont être mis en place, c'est qu'on n'ira pas agir sur un terrain tant qu'on ne saura pas aller les rencontrer en amont.
les peuples, les autorités, etc. On prend le temps de discuter avec tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que c'est eux la priorité. Comment eux, veulent construire leur vie et leur pays, et nous, après, on les aide à mettre en place ce qu'il faut. Parce que, alhamdoulilah, on est dans des pays privilégiés, donc on a des moyens. C'est ça l'objectif. Et en fait, bah oui, mon vécu vient encore avoir une raison là-dedans. Ça veut dire que j'ai été mis dans un système, donc le système social, le système de l'aide à l'enfance, qui est rodé de la même manière que ces actions humanitaires à la base. Ça veut dire que on est catégorisé d'une certaine façon, l'aide est assez superficielle et ils nous aident selon leur pensée à eux et faut pas trop le remettre en question. Voilà. Sauf que ça, c'est pas possible. Parce que les premières personnes qui savent ce dont elles ont besoin comme aide, c'est les personnes qui ont besoin d'aide. On est bien d'accord. C'est quand même pas les personnes qui sont dans une bonne situation qui vont savoir ce qu'ont besoin, ceux qui sont en détresse. Ils vivent pas leur vie. On n'est pas dans leur pays, on n'est même pas issu de leur culture. Et pour les enfants, c'est pareil. Vous n'avez pas subi ce qu'on a subi, donc vous ne pouvez même pas comprendre comment on réagit. Parce que, enfin, moi, c'est un truc que j'ai ressenti tout le long où j'ai été en structure. Me demandez pas de réagir comme vous voulez que je réagisse alors que j'ai pas eu vos codes, les gars. J'ai pas eu les mêmes moyens. Et on est plein comme ça. Où même il y avait certaines personnes qui étaient avec moi, qui étaient un peu diabolisées par les éduques et tout. Parce que, bah ouais, c'était des gars, par exemple, qui étaient grave énervés, qui étaient assez violents. Mais en même temps, ils ont subi ça toute leur vie. Ils ont subi de la violence toute leur vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent autrement? Comme des nanas, oui, des éduques qui se foutaient littéralement de leur figure parce qu'elles étaient très séductrices avec les autres garçons. Mais en même temps, elles ont subi de l'inceste, elles ont été prostituées par leur père. Elles font comment en fait, les nanas? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, moi, que je peux pas. Je n'accepte pas. Et donc, je n'accepterai pas non plus de dépendre des subventions d'État parce que je n'accepterai pas que mon aide soit conditionnée par qui que ce soit d'autre. Les principes et les valeurs, c'est moi qui les installe. C'est pas les autres. Moi, je sais pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je vais apporter. Dans ma perception, en tout cas, je considère que c'est mieux que ce que eux apportent parce que eux, je considère que c'est des gros hypocrites. Et donc, je vais faire les choses selon mes propres règles et c'est pour ça que j'ai créé cette société. Mais en fait, du coup, entre la force de ce que mon vécu m'a apporté, dans ce que j'ai pu en apprendre, parce que j'ai pas été à l'école traditionnelle, mais mon vécu m'a appris énormément de choses sur la réalité de la vie, par contre. Et je pense beaucoup plus que même des... Ça, c'est ma mère qui me l'a déjà dit, où il y a sur certains sujets, j'ai expérimenté beaucoup plus que même des personnes de 50 ans, parce que je suis allée creuser et voir dans des endroits que eux, toute leur vie, ils n'iront jamais voir. Parce qu'ils n'auront peut-être pas besoin, non plus, ils ne vivront pas des choses assez graves pour avoir besoin d'aller aussi loin. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre certaines choses. Et du coup, ça en fait une force, parce que j'ai que 25 ans, mais je peux construire certains projets, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà compris. Le HP me permet aussi d'avoir ce besoin de suralimentation intellectuelle que moi, je nourris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'étudie sur énormément de sujets, je suis très investie dans beaucoup de causes. Donc forcément, je fais des recherches, je suis passionnée par ça, littéralement. Si je devrais le décrire, je suis passionnée par l'aide à la personne, par l'aide aux autres, sur plein de manières que ce soit différentes, mais de façon générale, par l'aide aux autres. Et du coup, j'ai vraiment en fait besoin de pouvoir faire les choses selon moi. Parce que si je suis conditionnée et que je me retrouve dans une injustice, ça sert à rien que j'ai fait tout ça en fait. Donc voilà, vraiment, je suis convaincue que
si j'aurais pas subi tout ça, alors je pense que oui, puisque je serais peut-être allée dans un métier d'aide à l'autre, que ce soit EduxP, infirmière. Quand j'étais petite, je voulais être infirmière en prison. En prison particulièrement. Mais voilà, mais ça n'aurait pas été aussi loin. Et là, ce que je me rends compte aussi, c'est que du coup, en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'au début, j'étais partie sur... je crée juste une gamme... j'ai créé un livre, je crée une gamme de produits naturels, et voilà. Et en fait, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai de plus en plus d'idées, j'ai de plus en plus envie de faire des choses, et je me sens de plus en plus vivante, en fait. Là que je viens de finir mes études, je vous jure que depuis fin juillet, ça fait très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi vivante que depuis fin juillet. Parce qu'entre la mission en Palestine et mes projets que je vais pouvoir mettre en route et que là je suis en train de vraiment m'éclater, subhanallah. Parce que j'en ai besoin de ça par contre. Mais alhamdoulilah ya Rabbi. Donc voilà, la résilience, c'est pas un chemin droit, c'est une route cabossée, c'est fait de rechutes, de petites victoires, de moments où on a l'impression qu'on s'en sortira pas, et puis d'un nouveau souffle d'air. C'est pas une route droite, mais c'est une route qui va vous apprendre énormément. Aujourd'hui, si je partage mon histoire, c'est donc pour rappeler aux personnes qui sont au fond des ténèbres qu'il y aura une lumière à un moment donné, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui en reviennent, qui sont prêtes à, si vous le voulez, vous aider aussi. Vous pouvez vous inspirer de ces histoires, ou même ne serait-ce que rentrer carrément en contact avec. Je crois que c'est important qu'on se serre les coudes entre nous. Parce que les organismes sur lesquels on a compté jusqu'à maintenant n'ont jamais été à la hauteur. Donc encore une fois, on en revient au peuple. C'est le peuple qui sauve le peuple. Et le peuple saigné sauvera le peuple saigné. Ça va de soi. Donc vous n'êtes pas seul. On est ensemble. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent, même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il n'y a aucune porte de sortie et que vous avez l'impression que vous serez comme ça toute votre vie. Je vous assure que c'est pas vrai. Vraiment. Allez chercher vers des personnes qui vous veulent du bien, qui peuvent comprendre vos blessures aussi, ça aide. Va vers des personnes qui vous tirent vers le bas, qui se servent de vos faiblesses et de vos traumas pour vous faire encore plus mal. Vous avez de la valeur. Ne doutez jamais de ça. Si vous êtes en vie, si vous êtes ici, c'est que vous avez de la valeur. Vous êtes capable de faire des choses. Vous avez peut-être fait des actes mauvais, mais ce n'est pas la définition de votre personne. C'est peut-être le résultat de votre vécu. Mais vous pouvez être tout ce que vous avez envie d'être. Et vous êtes capable d'être tout ce que vous avez envie d'être. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a touché, je vous invite à le partager avec quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui pourrait peut-être avoir besoin d'entendre ce message de paix et d'amour et d'espoir. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.